Heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International, un lieu, un décor particulier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'habituel studio de TV5 à Paris, nous sommes non loin de là, au ministère de la Défense à Paris, puisque nous accueillons Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Merci d'être avec nous, avec Sophie Malibaud de RFI, avec Nathalie Guibert, spécialiste défense du monde. Nous allons vous poser beaucoup de questions, notamment sur ce forum pour la paix et la sécurité en Afrique qui va s'ouvrir dans quelques heures à Dakar. Mais peut-être, avant de vous poser ces questions et d'entendre vos réponses, petit rappel des opérations sur lesquelles ces forces françaises sont engagées et peut-être l'attente aussi sur ce sommet de la sécurité qui aura lieu donc dans quelques heures, je vous le disais, ce forum à Dakar. Dissuasive par sa force de frappe nucléaire, la France compte sur l'ensemble de ses forces armées pour tenir son rang. Classée 6e puissance militaire du monde, elle intervient à des milliers de kilomètres pour défendre ses ressortissants et ses intérêts. Dans le cadre d'opérations extérieures, les OPEX, c'est environ 8300 hommes engagés sur différents continents. Le gros des troupes est en Afrique, mais il y a aussi l'Afghanistan, l'océan Indien pour lutter contre la piraterie et le Liban, où récemment les Émirats arabes unis, la France y a installé une base, c'est de là que ces rafales décollent pour frapper l'État islamique en Irak. Mais la France mène aussi des OPEX seule, en Afrique exclusivement, grâce à un dispositif sans égal. Succédant à l'opération Serval, l'opération Barkhane est composée de 3000 soldats, dont 1300 au Tchad, 1400 hommes au Mali. Mission, combattre les groupes terroristes dans le Sahel. En Centrafrique, l'opération Sangaris compte 2000 hommes, intervenus pour empêcher des massacres. Restent enfin 800 hommes en Côte d'Ivoire, et des troupes au Sénégal, au Gabon et à Djibouti. Toutes ces opérations extérieures coûtent 1 milliard d'euros par an, largement plus que les dotations de la loi de finances. Or, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est le redressement des comptes publics. La loi de programmation militaire y contribue. Jusqu'en 2019, le budget défense sera stabilisé à 31 milliards d'euros par an, soit 11% du budget de l'État. Cela implique des sacrifices, environ 34 000 postes supprimés, dont 7 500 en 2015. Des bases, des régiments, des unités ou des hôpitaux fermés, comme celui du Val-de-Grâce à Paris. Monsieur le Président de la République. Dans ce contexte, la France peut-elle poursuivre toutes ses OPEX ? D'où l'idée de passer le relais à une force d'action rapide africaine. C'est l'un des enjeux du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tient à la mi-décembre à Dakar. Une initiative lancée il y a un an, peu après la décision du président Hollande d'envoyer des troupes françaises en Centrafrique. L'Afrique doit s'organiser et pouvoir intervenir de manière rapide et efficace. Et c'est donc le sens de cette force d'action rapide que la France soutiendra. 20 000 soldats africains pourront être formés par la France. Une force entièrement à construire sous l'égide de l'Union africaine. Monsieur Drian, merci donc de nous recevoir. Ce sujet pose beaucoup de questions sur lesquelles nous allons revenir dans un instant, mais peut-être tout d'abord par rapport à l'actualité. La France vit actuellement sans otages. Fort heureusement, le dernier d'entre eux a été libéré cette semaine. Il y a, semble-t-il, une accélération des frappes ou des actions actuellement dans le Nord Mali, avec la mort de plusieurs responsables importants, terroristes. Est-ce qu'il faut avoir une corrélation ? Est-ce que le fait de n'avoir plus d'otages vous libère en quelque sorte, vous permet d'aller plus vite ? Non, il n'y a aucun lien. Non ? Nous avons effectivement mené une opération fructueuse les heures dernières où nous avons pu neutraliser un personnage important, le terroriste Tilemsi, qui est un des chefs opérations du groupe Mourabitoun. Mais ça fait partie des opérations que nous menons régulièrement. L'opération Barkhane, c'est tous les jours. Le contre-terrorisme, c'est en permanence. Et depuis que l'opération Barkhane s'est mise en œuvre le 1er août dernier, nous avons mené toute une série d'opérations, soit nous seuls, soit en partenariat avec les pays qui sont membres du groupe G5 Sahel, qui ont des partenariats avec la France, nos opérations seules, à 2, à 3. Et c'est un combat vraiment permanent, déterminé, de contre-terrorisme. Et l'épisode que vous venez d'évoquer est un épisode important, mais il fait partie de plusieurs épisodes importants qui se sont produits. Et il y en aura d'autres, il y en a encore en ce moment. Par contre, qu'il n'y ait plus d'otages, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas de lien.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette action de contre-terrorisme depuis plusieurs mois? Quels chiffres pouvez-vous nous donner? Quel bilan peut-on en faire? Il y a eu de nombreuses opérations. Il y a eu à peu près 200 terroristes neutralisés depuis une petite année, une cinquantaine depuis l'opération Barkhane au mois d'août. Donc c'est un mouvement qui se poursuit, qui se poursuivra dans la durée. Nous avons décidé une opération de 3000 hommes sur 5 territoires, avec des bases avancées à Tessalit, à Madama au Niger, Faya Largeau et Abéché au Tchad, qui sont des bases avancées destinées à durer pour combattre ce terrorisme dans la longue durée et en partenariat avec les pays africains. Sophie Malibaud, RFI. Ce qui s'est passé donc cette semaine avec la mort de El Tlemcen, finalement, est-ce que vous ne craignez pas on aurait pu imaginer aussi qu'on souhaite le prendre vivant, car finalement, vous le dites, beaucoup d'opérations, beaucoup de djihadistes morts, mais personne devant la justice. Les populations civiles s'en plaignent, notamment à la suite de la libération, de la libération de l'otage Lazarevic. On a appris aussi la libération de djihadistes retenus par le Mali jusqu'à jusque-là. Il y a des prisonniers qui sont faits, qui sont transférés à la justice. Ce n'est pas toujours le cas, mais cela arrive régulièrement. Et concernant le débat autour de la libération de Lazarevic, je ne me prononcerai pas. Je ne m'exprime jamais sur les questions des otages. Les contreparties, vous ne vous exprimerez pas. Je ne m'exprime ni avant, ni pendant, ni après. Et non pas par un goût du secret, mais parce que ça fait partie de la sécurité des autres et la sécurité de nos interventions. Donc, pas de commentaires. Mais j'observe que toute libération d'otages provoque chez un certain nombre de gens, qui sont d'ailleurs les premiers avant à dire comment ça se fait qu'on ne les libère pas, des réactions, des interrogations, des fantasmes. Je les laisse faire. Mais moi, je n'exprime pas. Est-ce que vous comprenez que les populations civiles s'émeuvent de voir libérer des djihadistes ? Je pense que les populations civiles du Mali, puisque c'est à celles-là que vous pensez, sont tout à fait conscientes du rôle que joue la France pour l'intégrité du Mali. Ce sont les mêmes populations qui ont applaudi les soldats français. Je pense qu'elles ne l'oublient pas. Nathalie Guibert, Le Monde. Monsieur le ministre, il y a une question dans ces opérations antiterroristes qui est celle de leur durée. On a des listes de cibles, de personnalités, de chefs, de responsables de groupes terroristes qu'on souhaite neutraliser, comme on dit dans le langage de l'armée. De la même façon, les Américains procèdent de la sorte depuis 2001 dans le monde entier suite aux attentats du 11 septembre. La question, c'est jusqu'où on va? Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on a estimé que le problème était résolu? L'autre actualité de la semaine ayant été ce rapport sur les pratiques de la CIA, est-ce qu'on est dans une course sans fin avec des moyens qui peuvent dériver? Est-ce que vous pensez qu'on peut un jour en France utiliser ce type de moyens? J'espère que non. Mais... Ce n'est pas dans notre doctrine. En tout cas, moi je m'y opposerai. Ce n'est pas les pratiques de l'armée française. Sur la lutte contre le terrorisme, elle sera implacable. Parce qu'il en va de la sécurité des pays qui sont nos amis, nos partenaires, mais il en va aussi de notre sécurité. Et donc, moi je ne vais pas vous dire là maintenant, Madame Guibert, tiens, le terrorisme, ça va s'arrêter dans 5 ans. Je n'en sais rien. Mais il faut mener jusqu'au bout ce combat. Et nous le mènerons. Avec une grande détermination pour enrayer ce processus. Qu'est-ce que veut dire jusqu'au bout? Le terrorisme a toujours existé. Ah bon non. La France est toujours dans le viseur des terrorismes depuis ATMI, depuis même Al-Qaïda, avant même ce qui s'est passé au Mali. Et nous réagissons et nous assurons notre sécurité. Oui, bien sûr. Vous faites état de la mort de 200 terroristes. Est-ce qu'on peut dire que, globalement, le pays recouvre une forme de souveraineté? Que, pour parler simplement, ça va mieux ou est-ce qu'il se remplace? Il faut replacer tout cela dans des phases. Cette opération, les actions qui ont été menées à partir de la réorganisation ont commencé à porter leurs fruits. Il y a maintenant un affaiblissement de la relance terroriste dans le Nord que l'on constate au fur et à mesure des opérations. Donc ce combat-là se poursuit. Monsieur le ministre, dans le cas du Mali, vous dites que l'opération Serval a pu se terminer parce qu'il y a eu des élections dans ce pays. Quand on voit dans un pays voisin qu'est la Libye, des élections se sont tenues également. Et aujourd'hui, on parle de chaos en Libye. Le gouvernement n'est plus dans la capitale à Tripoli, mais à Tobrouk. Et le djihadisme se porte bien aux portes de tous ces pays, Niger, Mali, etc. Oui. Ça, c'est une réalité. Nous avons
des accords avec les 5 pays que j'ai indiqués tout à l'heure. L'opération Barkhane est dans cette zone-là, même si nous avons des bases avancées dans le nord de ces territoires. Mais ce que j'appelle, moi, l'autoroute des trafics, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, elle se passe au nord et elle aboutit, qu'on le veuille ou non, dès qu'on regarde un peu, dans le sud libyen, qui devient le lieu de récupération, la station-service, le lieu de repos, de réorganisation, d'entraînement d'un certain nombre de groupes terroristes. Est-ce qu'il faut intervenir là-bas ? Beaucoup d'acteurs dont on a parlé sont là. Mokhtar Belmokhtar, Al-Ghali passe de temps en temps. Et ce pays est dans le chaos. Vous l'avez dit. Il y a 2 parlements, enfin 2 parlements qui s'estiment parlement. Là, la France reconnaît le parlement élu, celui qui siège à Tobrouk, par impossibilité de siéger ailleurs. Est-ce que ça veut dire J'espère qu'il qu'un jour, ça sera le cas. intervenir de nouveau en Libye ? Je pense que la solution, elle est d'abord politique. Mon rôle a été, constatant ce qui se passait au sud, et que la chasse aux terroristes nous menait toujours aux frontières de la Libye, mon rôle a été d'alerter et de dire attention, il y a là une situation qui peut devenir grave dans les environs d'Oubari en particulier, puis il y a des gens qui sont en conflit, les Touaregs et les Toubous qui se battent entre eux. Mais la Libye, c'était pendant très longtemps le problème de Benghazi, le problème de Tripoli, et on parlait peu du Sud. Et mon rôle a été d'alerter à la fois le président de la République, ce qu'il a très bien compris, mais aussi nos partenaires européens, mais aussi les partenaires de la région, y compris le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, de cette situation particulière. Et vous vous sentez entendu ? Oui. Parce que je considère que maintenant, cette alerte-là a été compris. Le secrétaire général des Nations Unies a délégué sur place M. Léon comme émissaire spécial pour essayer de trouver les solutions de l'accord politique. L'accord politique est préalable à toute autre situation. Il faut donc trouver entre les acteurs une solution. Les acteurs, ce sont les acteurs sur le terrain, mais les acteurs, ce sont aussi les voisins, c'est-à-dire l'Égypte. C'est-à-dire le Tchad, c'est-à-dire le Niger, c'est-à-dire l'Algérie. Il faut que les voisins puissent aussi contribuer à la recherche d'une solution politique. J'espère qu'après la fin de l'échéance électorale tunisienne, on aura peut-être les conditions réunies pour que des initiatives soient prises, pour aboutir à cette solution. Et c'est après, quand on a un interlocuteur politique d'un pays qui est néanmoins souverain, même s'il est complètement déstabilisé, il est néanmoins souverain, à ce moment-là, on se pose la question du Sud. Et vous pensez que la paix peut revenir dans le nord du Mali si la situation ne s'arrange pas en Libye ? Il y a un autre aspect sur la situation politique. J'ai parlé de la situation politique en Libye. Il y a par ailleurs une négociation politique sur le nord Mali, qui se déroule à Alger. Alors vous allez me dire, elle va, elle vient. Bon. Sauf qu'elle continue. Mais elle piétine. Elle avance, elle se déroule. Si elle piétinait, les gens ne se retrouveraient pas au mois de janvier pour continuer à en parler. Moi, je souhaite vraiment que cette négociation aboutisse. Cela veut dire que nous soutenons la médiation algérienne et nous souhaitons aussi que, d'un côté comme de l'autre, on fasse les avancées nécessaires pour que, enfin, après des années d'incompréhension, voire de combat, d'escarmouche, ils puissent retrouver ce pays, puisse retrouver la sérénité globale et que ce qu'on appelle les groupes armés signataires puissent rentrer dans le processus démocratique de la République du Mali. Un autre engagement dans un pays africain, il s'agit de la Centrafrique, où les forces françaises sont également. Qu'est-ce que vous pensez de la transition qui devait être initiée par la présidente de la République, Mme Samba Panza ? Il semble que ce soit toujours un peu le chaos institutionnel et qu'au fond, vous êtes sur le terrain, mais il n'y a pas de solution politique qui se dessine, il n'y a pas de calendrier de sortie. Si, mais d'abord, c'était il y a un an. Ouais. Il y a un an, on était au bord de drames humanitaires considérables, de massacres de masse. On ne doit pas se dessiner une solution, monsieur le ministre. Je vais y venir. Mais en plus, il y a un an, je ne mesurais pas ce risque à ce moment-là, à cette hauteur. Si on essaie faire le vide sécuritaire dans la République centrafricaine,
Alors aujourd'hui, on aurait des jonctions entre les gens de Boko Haram, qui n'étaient pas aussi violents et aussi présents à ce moment-là que maintenant, et puis les Chebab, et puis d'autres. Cette République centrafricaine, c'est devenu aussi un lieu de passage, voire même de ressourcement, voire même un hub pour le terrorisme. Donc, heureusement. Et ensuite, on a quand même rétabli, en République centrafricaine, nos soldats, qui font preuve, là, en particulier, d'une vigilance, d'un sang-froid remarquable, parce que c'est pas facile. On a quand même aussi rétabli le minimum de la vie sociale. Ouais. Les magasins sont ouverts. Moi, j'y suis allé 8 fois, alors j'ai vu l'évolution. Je suis allé 8 fois en un an. Donc j'ai vu à chaque fois comment ça évoluait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons été présents, les Nations Unies, qui nous avaient mandatés pour le faire, se sont déployés par le biais de la MINUSCA, qui maintenant se met en œuvre depuis le 15 septembre dernier, qui occupe le territoire, qui ne reste pas qu'à Bangui, qui va dans l'ouest et qui va commencer à aller vers le centre et vers l'est et qui assurera à terme, c'est sa mission, à la fois la sécurité, la formation et la sécurité militaire, mais aussi la gendarmerie et la sécurité de proximité. Et c'est son rôle et je suis très heureux que ça se déroule comme ça. Et l'Union européenne, qui est là aussi, et qui va, je pense, rapidement annoncer un dispositif de reformation de l'armée centrafricaine. Mais la transition politique, monsieur le ministre... Je dis tout ça parce que la transition politique, elle va maintenant se dérouler dans un cadre nouveau. Ça fait 1 an qu'on l'attend. Non, on n'attendait pas la transition politique le jour où on est arrivé. Ça fait, depuis la présidence de transition de Mme Samba Panza, qu'on souhaite qu'elle se mette en œuvre. C'est un peu plus tard. D'accord. Et elle tarde. Mais il y a un processus qui est en cours là aussi. Il y a ce qu'on appelle le forum de Bangui, et puis qui doit se tenir au mois de février. Je souhaite qu'il se tienne dans ce calendrier-là. Et puis, par ailleurs, je constate que les groupes sont en train de s'organiser dans la perspective de l'élection présidentielle qui doit se tenir à l'été 2015. Et donc, il faut maintenant rentrer dans ce processus. La France a fait son travail. Les Nations Unies ont fait leur travail. Maintenant, c'est les Centrafricains qui doivent faire leur travail. Du coup, vous avez déjà évoqué un calendrier de retrait, de diminution de la force Sangaris. Est-ce que c'est une manière d'encourager tout le monde à aller un peu plus vite, ou est-ce que c'est pas partir un peu rapidement? Il y a maintenant 8500 militaires des Nations Unies, à l'heure où je vous parle. Ouais. Il y en avait 3000, 4000 au mois de septembre. Ils vont être 12 000. Ils vont faire leur travail. Ils font leur travail de sécurisation. Et la force Sangaris, du même coup, n'a plus ce travail-là à faire. Et donc, on l'a réduit de 500 d'ici l'été. Et par contre, la mission de la force Sangaris va changer. Elle sera progressivement en appui éventuel, sous forme de force de réaction rapide, et non pas sous forme d'occupation du territoire, pour éventuellement aller seconder. Je me permets de vous interrompre, nous allons le faire sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde. Tout d'abord, ce point d'actualité, on vous retrouve, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, dans 2 minutes. Retour à International, l'émission TV5 Monde, RFI, avec le quotidien Le Monde, un invité exceptionnel, Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Nous avons beaucoup évoqué l'Afrique et les différentes crises qui s'y déroulent, pas toutes. Un rendez-vous important, ce premier forum, je ne sais pas s'il faut l'appeler le premier, y en aura-t-il d'autres, en tout cas, ce forum qui s'ouvre dans quelques heures à Dakar et où vous attendez beaucoup. Vous attendez quoi? Le relais des Africains eux-mêmes pour gérer leur crise? D'abord, ce forum fait suite au sommet de l'Élysée il y a 1 an. Il y a 1 an, oui. Où, sous la houlette et sous l'initiative du président Hollande, s'étaient réunis de nombreux chefs d'État africains pour parler de la propre sécurité de l'Afrique, du développement aussi, mais de l'ensemble des enjeux qui se posent aujourd'hui à ce continent. Et puis, dans cette première partie d'émission, nous n'avons parlé que de conflits en Afrique. Donc, ça montre bien qu'il faut à un moment donné pouvoir en parler quelque part, avec tout le monde.
et essayer de faire en sorte que l'engagement qui avait été pris au sommet de l'Élysée, qui était de tenir ce forum de réflexion et de réflexion doctrinale et d'appropriation de la sécurité par les Africains, puisse se tenir. Et c'est ce qu'a souhaité faire Monsieur le Président Macky Sall. Nous accompagnons dans cette démarche. Le président sénégalais. Le président sénégalais. Ça va se tenir à Dakar, effectivement, ce lundi et mardi, avec une bonne participation et une volonté de faire en sorte que se produisent deux choses, finalement. Une prise de conscience, une culture de la sécurité. En Afrique, qui ne soit pas réservée uniquement au chef d'État ou au ministre de la Défense, mais que la population, la société civile, comme l'on dit, se rende bien compte que le développement de l'Afrique, ça passe d'abord par la sécurité. Et puis que l'on essaye de faire en sorte que les Africains s'approprient leur propre sécurité. Ouais. Et que ce ne soit pas, à chaque moment, on va demander aux Nations Unies, on va demander à la France. Justement, est-ce que ce nouveau forum, cette initiative franco-africaine, en fait, est-ce que c'est parce que en fait, la France est un petit peu débordée, il y a trop d'interventions et on a du mal finalement à suffire? La France n'a pas vocation à passer son temps à aller protéger tel ou tel en Afrique. Chaque État doit assurer sa propre sécurité, ou les États ensemble doivent trouver les partenariats pour assurer leur propre sécurité. Le G5 Sahel en est un bon exemple. C'est la première fois, par exemple, que le chef d'état-major de l'armée mauritanienne, de l'armée burkinabé, de l'armée nigérienne, de l'armée tchadienne du Mali se réunissent pour envisager ensemble leur propre sécurité. Il faut aboutir à des dispositifs de ce type pour que cela fasse partie des comportements, des réactions immédiates et non pas aller obligatoirement demander aux Nations Unies et à la France. l'Union africaine. Pourquoi il y a l'Union africaine, mais l'Union africaine est là. Et l'Union africaine conçoit ce concept. Parce qu'à Paris, au sommet de l'Élysée, à la fin de l'année dernière, il avait été élaboré un certain nombre d'idées qu'il mérite maintenant d'essayer de mettre en pratique et d'élaborer les méthodes de la mise en pratique de ces idées, que ce soit la force de réaction rapide africaine, par exemple, mais en même temps, les collaborations, l'interopérabilité des forces, la sécurité dans le golfe de Guinée, tout cela, c'est de la responsabilité africaine. Le rôle de la France et d'autres pays, c'est d'accompagner cette prise de conscience et ces actions. Nathalie. Dans ce cadre-là, vous avez un allié qui est assez précieux, qui est le Niger, qui est un pays qui ne voulait pas trop s'exposer il y a un an ou deux dans sa participation à ces opérations militaires et de sécurité, qui aujourd'hui abrite une implantation militaire française importante, américaine aussi. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est une prise de conscience ou c'est... D'abord, je constate qu'il y aura plusieurs chefs d'État. Le président Déby sera là, le président Issoufou sera là, le président du Mali sera là, évidemment le président du Sénégal sera là. Ça montre qu'il y a vraiment de l'intérêt, de la volonté, et puis de la prise de conscience. Vous parlez du Niger. Le Niger est confronté au risque terroriste au nord, au risque terroriste au sud. Il se rend bien compte qu'il y a la nécessité de se protéger, d'assurer sa sécurité. La sécurité, comment il peut la mener à bien? D'une part, en ayant un partenariat avec la France sur le contre-terrorisme, c'est ce qu'il a, mais aussi en trouvant des partenariats avec ses voisins et en ayant lui-même un appareil militaire suffisant pour assurer sa propre sécurité, le cas échéant. C'est ça l'état d'esprit que l'on veut mettre en œuvre. L'appropriation de leur sécurité par les Africains et pas uniquement par les ministres de la Défense africains, mais par l'opinion africaine. Que ce colloque de Dakar, ce forum de Dakar, c'est une espèce de creuset pour la sécurité africaine. On parle sans arrêt de ces questions de risques et de menaces en Afrique, et c'était le seul continent qui n'avait pas de lieu où on parlait de tout cela, alors que ça se passe en Asie, ça se passe en Europe, ça se passe au Moyen-Orient. Un peu vos interlocuteurs pour la solution politique, vos interlocuteurs en Afrique ne sont pas toujours des exemples de gouvernance. Et non. Et non. Mais ailleurs non plus. Ailleurs non plus. On peut penser à des constitutions tripatouillées, des exemples de gouvernance. à de l'instabilité. On a parlé de ce printemps africain. Est-ce que vous espérez aussi une solution politique, une prise de conscience politique, une autre gouvernance comme l'a suggéré François Hollande? La sécurité et la démocratie vont de pair. La sécurité est le préalable à tout développement. Ouais. Il est parfois difficile de faire naître la démocratie dans l'insécurité. Ouais. Donc, il faut prendre tout ça dans l'équilibre. L'équilibre, c'est si les mouvements démocratiques, je pense à ce qui se passe au Sénégal, les procédures démocratiques sont inscrites dans la vie sociale, la vie
pratique, la vie, les fondamentaux d'un pays, c'est très bien. Et il faut que ça évolue comme ça. Dans d'autres pays, c'est différent parce qu'il y a un existant qui n'est pas le même. Nous devons tenir compte de cet équilibre-là pour faire valoir quand même d'abord l'impératif de la sécurité. Par exemple, le Tchad, qui est au centre du dispositif Barkhane, c'est-à-dire de ces 5 pays de la bande sahélo-saharienne, le Tchad, le président Déby, a fait modifier la Constitution pour pouvoir se présenter un 3e mandat. Est-ce que ça risque pas de devenir un allié difficile à un moment donné? Il y aura des élections. Ça a été le cas. Il y aura des élections. Au Burkina. Alors, les habitants du Tchad jugeront. La question, est-ce que ce n'est pas aussi celle du service après-vente des opérations militaires? On a vu en Libye, où on a utilisé cette expression d'un manque de suivi après l'opération de l'OTAN. Est-ce qu'en RCA, ça ne sera pas aussi le risque? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de penser en même temps des opérations immédiatement militaires et leur suite? Le suivi se fait obligatoirement par les partenaires locaux, avec le soutien de la France, en l'occurrence, ou des Nations Unies, quand ça peut être le cas. Au Mali, il y a un suivi. Il y a un suivi militaire. On forme l'armée malienne de demain dans le centre de Koulikoro. Il y a un suivi politique, puisqu'il y a des négociations qui sont en cours à Alger. En République centrafricaine, c'est pareil. Il faut... Alors, vous allez me dire, la Libye, oui. La Libye, nous avions sûrement... Je n'étais pas là à ce moment-là, mais nous étions favorables à l'intervention. Nous avons sûrement surestimé la capacité immédiate pour les groupes politiques libyens de prendre en main leur avenir politique. J'espère que c'est en train de se passer ou que ça va se passer. C'est pourquoi j'appelle à une solution politique en Libye. On parle d'une présence maintenant de groupes liés à l'organisation de l'État islamique en Libye même. Est-ce que c'est un facteur? Il n'y en a qu'un seul qui est repéré. C'est le groupe qui a pris la ville de Derna. Tout à fait. Mais pas ailleurs. Donc, n'exagérons pas, mais il y a un risque. Le risque, c'est que dans le combat que se mène aujourd'hui Al-Qaïda et ses franchisés, que sont par exemple AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ce ne soit Daesh qui emporte, la tension qui existe entre Al-Qaïda et Daesh, ce soit Daesh qui emporte et qui attire davantage les groupes qui sont aujourd'hui dans d'autres réseaux. Et si ça avait lieu, ça pourrait se passer effectivement dans ce que j'appelle le hub de la Libye demain. Nous n'en sommes pas là. Mais il faut être vigilant. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait, avec le président de la République et avec Laurent Fabius, qu'il y ait une solution politique qui puisse intervenir, mais que des initiatives soient prises dans l'accompagnement de l'envoyé spécial de M. Ban Ki-moon pour aboutir à des solutions. Non. Mais le risque, c'est la volonté de Daesh, ce prétendu État islamique, d'étendre le califat partout. Ça concerne l'Irak, la volonté d'aller sur Bagdad, mais ça concerne aussi le Liban, la Jordanie. Précisément, c'est un pays ami, le Liban, menacé de déstabilisation. Oui. La France est très très attentive à ce qui s'y passe. Quel appui politique, militaire la France sur Bruxelles de faire? Le Liban, en plus, il y a une situation politique difficile. Il n'y a pas de président. Et puis les députés se sont auto-reconduits jusqu'en 2017. La seule architecture qui solidifie aujourd'hui l'État libanais, ce sont les forces armées libanaises, les FAL. J'ai reçu le ministre de la Défense du Liban la semaine dernière pour lui apporter notre soutien. Et c'est pour cette raison que nous avons passé un accord avec les forces armées libanaises et la garantie de l'Arabie saoudite pour permettre aux forces armées libanaises de mieux se structurer, de mieux s'organiser, d'être mieux équipées pour assurer, disons, la colonne vertébrale de ce pays. Alors, dans cette affaire, on a passé un accord un peu compliqué tripartite avec les Saoudiens. C'est eux qui payent et puis c'est la France qui livre les armements. Et dans toute cette région, on joue avec des alliés un peu compliqués. Le Qatar, à qui on espère vendre notre avion Rafale, les Saoudiens, le Liban, Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas de se laisser entraîner dans des jeux et des agendas régionaux qu'on ne maîtrise pas? Parler de
client compliqué, vous alliez compliqué. Oui, mais tout est compliqué au Moyen-Orient. Parce que quand vous parlez des Kurdes, par exemple, il y a quand même 4 ensembles kurdes différents qui ne sont pas automatiquement tous d'accord entre eux, donc tout est compliqué. La situation la plus complexe étant la situation en Syrie. Il faut des principes simples, sinon on s'y perd. Premier principe simple, l'intangibilité des frontières. Deuxième principe simple, le refus de tout terrorisme. Et à partir de là, le président de la République fait des choix. C'est le cas en Irak où finalement ce groupe terroriste, moi je l'appelle l'armée terroriste, parce qu'on n'est plus du tout dans le même concept que de l'époque de Ben Laden, veut casser les frontières, établir un califat qui est, je vous rappelle, la fusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, et éradiquer des groupes, des communautés, que ce soit des communautés chrétiennes ou éradiquer d'autres groupes, c'est inacceptable. Et donc nous intervenons à la demande de l'autorité irakienne pour permettre aux forces irakiennes et aux Peshmerga. Il y a d'ailleurs eu un accord entre les forces irakiennes et les Peshmerga, un accord entre le gouvernement de M. Abadi et les autorités du Kurdistan, pour que ces autorités retrouvent leur responsabilité d'un Irak sauvegardé. Voilà pourquoi nous intervenons en Irak. Donc les choses sont simples. Et la situation... Pardon. Vous soutenez une mission de l'OTAN dans ce cadre-là? Il y a une demande irakienne... Pour la formation, est-ce que l'OTAN peut mettre son nez dans ces conflits? Les autorités irakiennes, j'ai vu le ministre de la Défense d'Irak la semaine dernière, la demande, c'est une demande de formation. Et c'est une nécessité. Et nous contribuons à former l'armée irakienne qui sera en situation, je l'espère rapidement, de pouvoir reprendre les positions pour permettre à ce pays de retrouver son intégrité, en particulier de reprendre Mossoul. Ça ne peut se faire que s'il y a aussi, de la part du gouvernement de M. Al-Abadi, une volonté d'ouverture et d'intégration à la fois politique, mais aussi militaire, de l'ensemble des communautés, y compris les sunnites. C'est en train de se faire. Je m'en réjouis. Et là, je pense que la feuille de route aura été bien remplie. En Syrie, situation extrêmement complexe. On parlait auparavant du départ de Bachar el-Assad. Maintenant, l'attention semble vraiment focalisée sur l'organisation de l'État islamique. Et l'intervention française, il n'en est plus question? Nous avons une position très, très simple. Nous considérons qu'il n'y a pas à choisir entre Bachar el-Assad et Daesh. Il y a en plus Jabhat al-Nusra. Et il y a en plus une partie des Kurdes. Donc ce n'est pas un panorama aussi simple. Mais entre Bachar el-Assad, qui depuis 2011 a liquidé 200 000 de ses compatriotes. Alors lui, il ne fait pas de mise en scène. Il ne fait pas de décapitation. Enfin, il n'en faisait pas beaucoup. Ça se voit moins, mais c'est permanent, y compris au moment où on parle. Donc il ne sera jamais un moindre mal, monsieur le ministre. Il ne sera jamais un moindre mal. Absolument pas pour nous. On n'a pas à choisir entre lui et le terrorisme de l'armée de Daesh. Donc la seule alternative que nous voyons, c'est le soutien aux forces de l'armée syrienne libre. Mais vous avez encore un interlocuteur? Oui, il y en a. Et le plan américain Train and Recruit qui va être mis en œuvre, nous y participerons pour former la relève, l'alternative possible. On ne peut pas reconstruire la Syrie avec Bachar el-Assad. Monsieur le ministre, nous évoquons depuis le début de cette émission beaucoup d'engagements. Il y a 27 opérations dans lesquelles les forces françaises sont actuellement engagées. Vous ne vous sentez pas seul à faire le boulot, j'allais dire? Les Européens ne sont pas beaucoup là. Est-ce que la France a les moyens de cette action? Je sais que la question vous est souvent posée, mais c'est le rôle. Il faut le mutualiser. Les 27, il ne faut pas non plus exagérer. J'entends bien, mais enfin, il y a au moins 3 guerres. Il y a 3 guerres. Il y a une présence importante au Liban. La France a les moyens. Le reste, c'est par des opérations très, très ponctuelles. Vous avez participé à l'effort, on réduit le nombre de militaires. La France oui, mais je voudrais vous dire une chose. Oui. Certes, on réduit le nombre de militaires, mais on maintient notre budget. Bon. Il est sanctuarisé jusqu'à 2019, mais est-ce que vous n'êtes pas seul? J'aime bien que vous le disiez. Je l'ai dit. Moi, il je était le dis souvent dans le et sujet je ne suis tout à pas l'heure. souvent repris. Mais le budget des 31,4 milliards de la Défense, c'était le même que celui que j'avais en arrivant. Et c'était le même, c'était même
plus important que celui qu'il y avait avant. Bien. C'était 31 milliards. Mais non, moi, c'est suffisant pour tout ce que vous faites. Oui, avec 31 milliards d'euros, on menait des opérations du type Afghanistan, du type Licorne, en même temps, y compris la Libye. Tout ça en même temps. Bon, nous menons les opérations. D'où le dépassement. C'est vrai, pardon. D'où le dépassement budgétaire. Il y a 1 milliard Oui, de mais ça, c'est dépenses. prévu dans les textes. Le dépassement, arrêtons de faire des discours sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. La loi prévoit que lorsqu'il y a une opération militaire qui présente un surcoût, cette opération militaire, elle est financée en plus à la fin de chaque année. Mais, monsieur le ministre, l'Europe demande des comptes à la Alors, c'est France pas- pour c'est qu'elle ne pas- dépasse oui. pas le Moi, je souhaiterais bien que l'Europe le y déficit. contribue et que Voilà, l'on puisse... les Européens ne sont pas là. Les Européens ne sont pas là. Oui, mais les Européens... Il faudrait reprendre tout le débat sur l'Europe de la défense, qui serait long. Qui, aujourd'hui, en Europe, a la capacité militaire d'entrer en premier sur un théâtre? vous. Point. Mais les autres pourraient financer. Alors, les autres pourraient financer, les autres pourraient contribuer, mais ils le font en partie. Quand nous menons une opération au Mais c'est Mali, pas eux qui perdent des ils le hommes, font en c'est pas eux partie. qui font des Oui, sacrifices. point. Oui, et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et l'Europe de la défense, ça progresse lentement. Ça ne recule pas. Lorsque je parlais tout à l'heure de la République centrafricaine, l'Europe est là. Ouais. Le fort est là, 700 personnels militaires. Lorsque je parlais du Mali, l'Europe est là. C'est l'Europe qui instruit aujourd'hui l'armée malienne du futur. Et puis au Levant, les pays européens sont là aussi. La Belgique est là, le Danemark est là, la Grande-Bretagne est là. Enfin, il n'y a pas l'absence totale. Ce à quoi il faudrait aboutir, c'est qu'il y ait, dans le cadre d'opérations européennes décidées de manière européenne, qu'il y ait une couverture financière qui soit plus importante. On essaie de s'y employer. On commence à être de plus en plus écoutés parce que les Européens commencent à se rendre compte quand même que c'est leur propre sécurité qui est en jeu. Nathalie Guibert. Pour trouver des ressources, vous voulez qu'on exporte plus d'armements, que les industries françaises exportent plus. Aujourd'hui, on espère vendre des armes aux Égyptiens, on vend au Qatar, en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut vendre à tout le monde? Est-ce que vous attendez une signature sur le Rafale pour le Qatar avant Noël? Est-ce qu'il faut continuer à vendre L'exportation d'armements, ce n'est pas pour assurer des ressources au ministère de la Défense. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner? Ça permettra quand même d'éviter certains manques de ressources. Je ne vais pas vous dire que ça ne présente pas quelques avantages, mais le fondamental, c'est que, d'abord, les exportations d'armes françaises sont en très nette augmentation. L'année dernière, nous avons monté notre chiffre à l'exportation de plus de 40%. Cette année, on sera encore plus que l'année dernière. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'il y a des menaces dans le monde. On en a parlé pendant toute l'émission. Et ça veut dire aussi que les industriels français sont performants. Mais ça veut dire aussi qu'on a changé de méthode. C'est-à-dire que nous n'allons pas voir des acheteurs potentiels, des clients potentiels en disant vous voyez, nous avons ce type de capacité, c'est vraiment la meilleure du monde, on vous l'assure, il faut signer en bas ici à droite, et puis voilà. La méthode, c'est le partenariat. Et je vous réponds, on travaille avec tout le monde. Non, on ne travaille pas avec tout le monde. C'est difficile à conclure, parce que pour l'instant, avec l'Inde, par exemple, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes allé vous-même sur place récemment. En 2013, je fais 42% de plus, ça veut dire que j'ai conclu quelque chose, quand même. Pour le Rafale... C'est pas automatiquement des Rafales, mais il n'y a pas que les Rafales dans la vie. Oui, mais il y a des sous-marins, il y a des satellites, des petites choses qui coûtent cher, et pour lesquelles les Français sont assez compétents. Et quand je vais en Malaisie l'autre jour constater la base de sous-marins que la France a réalisée avec les Malaisiens et où il y a 2 sous-marins Scorpène, je trouve que c'est pas mal. Quand je vais au Brésil, j'en vois. On les vend ou pas? C'est signé ou pas avec l'Inde, par exemple? Écoutez, il y a les Rafales et puis il y a plein d'autres choses. Les Rafales est un très bon avion. Il y a beaucoup de discussions en cours en ce moment. J'espère qu'elles vont aboutir. Mais quand elles aboutiront, je vous dirai. Parfait. Et rien de nouveau avec les Mistral, avec la Russie, le président retarde toujours la livraison. Pas d'éléments nouveaux? Madame Guibert disait on ne livre pas n'importe qui. Non, voilà la preuve. La preuve. Il est aujourd'hui dit par le président de la République que cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Quel est l'état, le moral des forces armées, à qui vous demandez beaucoup de choses, vous le savez, comment est-ce qu'ils réagissent face à ces efforts budgétaires qu'il leur a également demandé? Non, pas les efforts budgétaires. Je vous ai dit, je vous le répète, vous voyez, vous avez un peu je reprécise, les effectifs qui sont cette irritation-là. Non, oui. Le budget est resté le même. Bien. Mais pour que notre capacité soit adaptée, il faut, avec le même budget, faire des choses différentes et nouvelles. Quand il y a eu la loi de programmation militaire antérieure en 2008, et quand je dis cela, ce n'est pas une critique, mais c'est la constatation d'une évolution, on ne parlait pas de la cyberdéfense. J'ai mis 1 milliard sur la cybersécurité. Et les informations qui et remontent... donc ça, il faut trouver ça dans le budget 31,4 milliards. Eh bien oui. Donc ça veut dire qu'il y a des réorganisations pour nous adapter à cette nouvelle situation. Mais il n'y a pas de réduction budgétaire. Les informations qui remontent du terrain en Afrique, c'est qu'on a tout de même des blindés d'un certain âge, même des avions de ravitaillement très anciens, on parle d'une 50aine d'années. Je vais vous le dire. Quand je suis arrivé, alors je vais mettre ça à mon profit de temps en temps, il faut se faire des petites satisfactions. La flotte